Bonjour, ici Jean-François Parsoum. Je m'occupe du domaine des communautés intelligentes ici à Montréal et je vais vous parler un peu de ce domaine et vous donner quelques exemples et quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Il y avait certaines contraintes personnelles qui m'ont forcé de rester ici. Bon, d'abord, communauté intelligente, un parcours plutôt qu'une destination. Alors, évidemment, il faut comprendre tout d'abord qu'une ville intelligente n'est qu'une version d'une communauté intelligente. Il y a des agglomérations, des régions, des provinces, des États et bien sûr des îles intelligentes. Et tout cela est possible. Il faut toutefois comprendre que le vocabulaire autour des communautés intelligentes est assez complexe. En fait, il y a une variété de termes qui sont utilisés pour qualifier le terme de communauté intelligente, qu'on parle de communication, de smart grid, de développement durable, de gouvernance, de mobilité intelligente. Tout cela est très complexe. Donc, retournons un peu à la base. Quelle est l'intelligence? Qu'est-ce que l'intelligence? Une personne intelligente utilise des outils pour observer, pour comprendre, pour éventuellement prévoir le futur et donc agir et s'adapter en fonction de ses connaissances. Une ville intelligente fait un peu la même chose. Elle observe, elle comprend, elle prévoit, mais elle utilise des outils un peu différents. Plutôt que d'utiliser ses yeux et ses oreilles, une ville utilise des capteurs, des senseurs. Elle comprend à l'aide de modèles informatiques, d'intelligence artificielle, et elle agit, elle s'adapte à l'aide souvent d'applications ou d'informatique, mais aussi d'outils tout à fait traditionnels. La façon dont cette intelligence est appliquée va varier. Si l'on parle de Mexico, on parle de quelque chose qui est très différent, par exemple, que de Jeju, qui est une île au large de la Corée dont je vais vous parler un peu plus tard. Si on parle de communauté intelligente maintenant, c'est en grande partie à cause de l'augmentation de la concentration urbaine sur la planète. Vous savez qu'il y a déjà plus de la moitié de la planète qui habite dans des villes, ce qui amène une augmentation des risques. On concentre la population, on concentre les risques, surtout vis-à-vis de changements comme ceux portés par les changements climatiques. Les changements climatiques, évidemment, qui ont un impact important dans l'Atlantique, mais aussi dans le Pacifique, comme vous le voyez ici et comme vous le savez évidemment très bien. Au Pakistan, il y a quelques années, on a vu des inondations monstres qui éventuellement ont démontré le fait que les infrastructures ne peuvent pas soutenir ces changements climatiques. On le voit aussi plus près de chez moi, avec par exemple les routes le long de la côte de la Gaspésie cet hiver qui ont succombé aux vagues beaucoup plus importantes qu'à l'habitude. Nous savons évidemment que les îles du Pacifique auront à faire face à certains changements vis-à-vis de l'augmentation du niveau des océans. Et nous savons aussi que les écosystèmes marins, comme par exemple la Grande Barrière de Corail de l'Australie, voient déjà des impacts assez importants dus au changement climatique. Quel est le rôle donc de la ville intelligente ou de la communauté intelligente face à ces changements? On peut distinguer trois types ou trois vagues de villes intelligentes. La première vague de villes intelligentes, la première qui a émergé, la ville digitale ou la ville numérique, se concentrait surtout sur l'implantation de compteurs intelligents, de Wi-Fi à travers la communauté, quelquefois de lampadaires publics équipés de senseurs et de détecteurs, de capteurs. C'est encore le genre de projet qui se fait assez régulièrement et c'est tout à fait valide. Donc, la ville numérique. On peut voir aussi un projet qui est très pertinent, je pense, celui de Smart Bay en Irlande, où on a installé plusieurs bouées intelligentes munies d'une vingtaine de capteurs qui permettent de récolter toutes sortes d'informations sur les milieux marins, la santé des phytoplanctons, la température de l'eau, la hauteur des vagues. Et ces informations sont utilisées par les autorités portuaires, par les pêcheurs, même par les gens qui font du surf pour savoir si c'est une bonne journée pour aller pratiquer leur sport. C'est l'exemple d'une
infrastructure numérique digitale de première génération, on va l'appeler, mais qui se fait encore et qui est certainement très pertinente. La deuxième vague de villes intelligentes amène la notion de transdisciplinarité, c'est-à-dire la collaboration entre différents intervenants, différents secteurs, différents domaines, différents silos de la ville qui collaborent ensemble pour faire avancer un projet. Pour vous donner un exemple, je vais laisser parler les intervenants de la ville de Nice. Tout le cœur du programme Smart and Sustainable Metropolis est de permettre de faire trois choses. D'abord, d'offrir de nouveaux services aux citoyens, de telle façon que leur expérience dans la ville soit favorisée. Développer ces services à coût équivalent ou à moindre coût. Et troisième élément, effectivement, permettre du développement économique. La métropole Nice-Côte d'Azur est un territoire d'innovation. On a déjà aujourd'hui beaucoup de données environnementales, mais le projet de monitoring urbain qui va être développé va nous permettre d'arriver à une aide à la décision. Par exemple, on va pouvoir mesurer la qualité de l'air, on va pouvoir mesurer le degré de bruit dans la ville, mais en croisant ces données, et c'est ça le but de la transversalité avec des données en termes de trafic, on va pouvoir arriver à une décision en termes de mobilité intelligente et améliorer la qualité de vie. C'est un écosystème vertueux avec chercheurs académiques, pôles de compétitivité qu'il ne faut pas oublier, entreprises qui vont nous permettre de développer sur place des solutions particulièrement innovantes, d'avoir la meilleure formation possible pour nos étudiants qui trouveront un emploi ensuite sur le territoire dans le domaine des métiers de l'environnement. Alors, comme vous avez pu le remarquer, dans l'exemple de la ville de Nice, il y a collaboration entre différents départements de la ville et la notion de l'activité économique devient plus importante et devient une préoccupation centrale au projet de communauté intelligente. Pour la troisième vague de villes intelligentes, qui est celle qui émerge en ce moment, on parle de villes résilientes, non seulement intelligentes, mais résilientes. Et de quelle résilience parle-t-on? On parle de résilience physique des infrastructures, mais aussi de résilience économique et sociale des citoyens qui vivent à l'intérieur de cette communauté. Pour illustrer la notion de résilience physique et comment elle est intimement liée à la résilience économique et sociale, je vais vous parler un moment de l'hiver 1788 en France. Ça paraît un peu loin, mais je vous promets, l'histoire est tout à fait pertinente. L'hiver de 1788 a été très difficile. Si difficile qu'il a gelé toutes les provisions qui avaient été gardées pour l'hiver, qui a gelé et fermé tous les canaux de communication, toutes les routes, toutes les rivières, toutes les voies navigables, tous les ponts à l'intérieur de la France, empêchait le ravitaillement des villes en bois de chauffage, mais en alimentation, ce qui a créé donc une famine extrême. Le sol était tellement dur, dû au gel, que les morts ne pouvaient pas être enterrés, étaient entassés dans les églises jusqu'à la fin de l'hiver. La récolte, le printemps suivant, était terrible parce que les arbres fruitiers avaient été détruits et beaucoup des vignes aussi. Donc, on avait une situation vraiment intenable. Maintenant, ce manque de résilience des infrastructures physiques a eu un impact très important parce qu'on ne parle pas vraiment de l'hiver 1788, on parle de l'été suivant qui est celui de 1789 où évidemment il y a eu la Révolution française. Cette révolution est en partie due au mécontentement de la population face à la situation de l'hiver précédent. Donc, la résilience physique des infrastructures face à des chocs externes a certainement son importance vis-à-vis des structures politiques de gouvernance des différentes communautés. On voit déjà New York qui planifie pour l'arrivée des changements climatiques, qui sont déjà là en fait, mais pour la montée des eaux qui risque de menacer plusieurs endroits à Manhattan, New York qui planifie déjà la possibilité de créer une sorte de Venise moderne de l'Est de l'Amérique du Nord, en partie pour pouvoir encaisser le choc des changements climatiques. Si je remonte en arrière à Paris, encore une fois, en 1910, il y a eu des inondations
extrêmement grave. La Seine est sortie de son lit, a monté de 6 mètres. C'est une inondation qui a duré plusieurs semaines, qui a été vraiment très, très grave. Elle a paralysé encore une fois tous les canaux de communication, de transport. Et pourtant, cette catastrophe n'accuse aucun décès. Et pourquoi? Parce que si on compare à 2003, où la canicule à Paris était telle qu'il y a eu 15 000 décès en l'espace de quelques jours, on se rend compte que malgré l'avènement de technologies, comme par exemple, vous voyez le panneau sur la diapositive ici, pour rechercher une victime parisienne de la canicule, la ville de Paris a mis en place un numéro vert. Alors, on voit de la technologie, il y a un numéro vert, il y a un panneau électronique à l'extérieur pour parler à la communauté. Malgré l'existence de technologie, il manque quelque chose, il manquait la résilience des systèmes de la communauté sociale à l'intérieur de Paris qui permettait aux gens de vérifier la santé, par exemple, de leurs voisins, de s'assurer de la présence d'assez de médecins pendant cette période critique. Laissez-moi donc vous présenter quelques exemples de projets de communautés intelligentes. Alors, dans certains cas, on parle d'applications. Par exemple, la Transit-App, qui est une application qui permet le suivi des autobus en temps réel, non pas avec des autobus qui sont équipés de GPS et de systèmes très compliqués, mais plutôt en suivant les occupants de l'autobus. Alors, plutôt que de demander aux sociétés de transport d'acheter de l'équipement plutôt cher et de faire le suivi en temps réel, on demande simplement aux utilisateurs de l'autobus de nous dire où ils sont grâce à cette application et de faire le suivi qui est partagé avec les autres personnes qui attendent l'autobus. Donc, on peut avoir le transit, l'information sur le transit en temps réel sans nécessairement faire d'investissement important en utilisant simplement les téléphones intelligents des gens qui sont à bord. On voit aussi le déploiement des énergies vertes. Par exemple, sur l'île de Tao, on voit tout un ensemble de panneaux solaires et aussi de stockage de batteries qui permettent en fait d'avoir une énergie propre presque 100% du temps. Ceci est fait grâce à l'implantation de technologies Smart Grid qui permettent de gérer les pointes et les pics de demande, ce qui est absolument important quand on parle d'énergie solaire, évidemment, qui n'est disponible que le jour et qui doit être stockée, mais on veut vraiment baisser les pointes de demande pour aider à baisser les coûts et baisser l'utilisation du diesel. Faro, à Portugal, elle a décidé de miser sur les données ouvertes. Elle a une économie qui est beaucoup basée sur la pêche, mais elle veut former sa main-d'œuvre locale pour attirer les jeunes et soutenir une économie qui est diversifiée, mais quand même liée à l'économie de la mer, en créant des programmes de recherche et développement, en utilisant des capteurs marins et en appliquant les notions d'analytique, d'intelligence artificielle et de modèles prédictifs, un peu dans le même sens que le projet de Smart Bay que je vous ai présenté un peu plus tôt. Et en lien aussi avec tout ça, une expérience personnalisée pour les touristes, une expérience riche pour les nouveaux touristes, mais aussi enrichie pour ceux qui reviennent une deuxième et une troisième fois. Faro au Portugal. Jeju, en Corée du Sud, une île qui compte à peu près 580 000 habitants, veut numériser l'expérience. Alors, c'est une expérience physique qui est relativement unique, qui est peu connue à l'extérieur de la Corée, mais ils veulent en créer une version numérique pour pouvoir aider les gens à comprendre ce que c'est que l'île de Jeju à l'extérieur. Aussi, utiliser des outils d'application mobile pour collaborer avec les citoyens et réduire les murs entre les silos de gouvernance du gouvernement local et créer une vision partagée du développement durable sur l'île qui compte en fait un clivage économique relativement important. Et en utilisant ces applications et la technologie mobile, on espère pouvoir créer une vision rassembleuse du futur de l'île. À Québec, plus près de chez moi, il y a un projet de réduction de la fracture numérique. À une personne sur 5 qui n'utilise pas l'Internet, on s'est rapidement rendu compte que c'est une question d'âge et non pas de pouvoir économique. Et donc, avec l'utilisation des infrastructures de bibliothèques, les autobus de la ville, qu'on va équiper de Wi-Fi pour les amener dans les quartiers plus pauvres et les outils géomatiques de la ville pour cartographier les emplacements qui ont le plus besoin de soutien,
On peut créer un écosystème où on marie les startups, les universités, les données ouvertes pour créer un nouveau bassin de renouveau économique. En Chine, à Wuzhou, encore une fois, l'offre touristique est très importante et on a voulu la bonifier en développant un portail centré sur les besoins du touriste pour les aider à planifier leur voyage, mais aussi pour rechercher des données sur ce que les gens planifient, pouvoir utiliser ces données pour comprendre le parcours des voyageurs, pour savoir ce qui fonctionne bien et moins bien, les bons et les moins bons coups, et créer toute une historique qui permet d'enrichir la visite du prochain touriste en lui suggérant, par exemple, des nouvelles expériences basées sur ce que les autres ont fait avant lui, et tout ça accompagné évidemment d'applications mobiles. À Syracuse, en Italie, qui est une ville côtière qui compte à peu près 120 000 habitants, on veut centraliser les informations sur les préférences des touristes et sur leur parcours, et aussi centraliser le marketing et les communications pour avoir une image plus forte et plus homogène. On va investir dans les infrastructures d'espaces verts et les pistes cyclables, mais aussi dans le Wi-Fi pour le public, les citoyens et les visiteurs, et améliorer aussi l'offre de transport pour permettre les gens de se déplacer de façon plus aisée à l'intérieur de la ville. De concert avec le secteur industriel, on va créer des partenariats pour développer une main-d'œuvre dans les secteurs de pointe et ainsi retenir les jeunes dans la ville. Alors, tout cela inspire peut-être quelques pistes de réflexion pour Tahiti, enfin, je l'espère. Pour ma part, je vous suggère quelques réflexions. Serait-il possible de créer une expérience mobile intégrée du début à la fin à partir de la planification du voyage, les transports vers l'île, à l'intérieur de Tahiti, les paiements, organiser les transports, les expériences, faire le suivi sur chacune des expériences. Est-ce que ça a bien été? Avoir du feedback, de la rétroaction, rappeler aux gens les possibilités et aussi faciliter l'interface avec les médias sociaux qui permet de publiciser les bons coups. Tout cela permettrait de ramasser toutes sortes de données qui vous permettraient une analyse beaucoup plus détaillée sur ce qui fonctionne pour tel type de voyageur ou tel autre type de voyageur et ainsi modifier les messages que vous envoyez à différents clients potentiels, différents visiteurs potentiels et évidemment publiciser les bons coups. Si on pousse cette idée un peu plus loin, on peut aussi penser à développer une capacité de design, d'intelligence de tourisme mais invisible. On voit déjà des infrastructures dans divers pays où on essaye de cacher la technologie, que ce soit l'antenne des téléphones mobiles, par exemple, cachée dans ce palmier, ce faux palmier, ou même à l'intérieur des chambres d'hôtel où on commence à intégrer des technologies de reconnaissance de la voix. Serait-il possible de développer une expertise dans l'intelligence invisible qui permettrait de garder le cachet unique que vous avez à Tahiti? Créer une sorte de concierge invisible qui capte les informations pertinentes qui permettent d'améliorer l'expérience sur Tahiti, mais sans nécessairement gâcher ou influencer le paysage. Une dernière piste que je vous suggère de suivre, peut-être celle du laboratoire par excellence du Pacifique. Alors, créer un bassin de données ouvertes avec portant sur les écosystèmes, avec des capteurs sur les données marines, utiliser ces informations et créer des accélérateurs pour les startups, collaborer avec les universités et inciter les jeunes à développer leurs compétences localement en machine learning, en deep learning, en informatique cognitive, en intelligence artificielle, mais spécifiquement dans les domaines des milieux marins, de la pêche, du tourisme, par exemple. Donc, développer une expérience pointue qui, toutefois, restera tout à fait pertinente à d'autres endroits qui sera très exportable. Et cela vous permettra de développer une compétence, un écosystème économique unique, mais d'importance mondiale. Et vous pourrez tirer profit, finalement, de vos richesses et de votre contexte local. Et ce que je vous suggère de ne pas oublier quand vous pensez à votre parcours de communauté intelligente, choisissez un créneau. N'essayez pas de tout faire d'un coup. C'est très tentant, mais ça fonctionne rarement bien.
Il faut choisir, il faut avoir une vision, il faut encourager la prise de risque et l'expérimentation, qui sont deux domaines qui ne sont pas toujours faciles pour les décideurs du secteur public, mais c'est très important dans le domaine des communautés intelligentes, encourager l'expérimentation et finalement encourager les nouveaux modèles d'affaires, ce qui veut dire attirer et former une nouvelle génération d'entrepreneurs. Alors, voici, c'était mes réflexions sur ce qui se passe ailleurs dans le monde et j'espère que cette discussion vous aurait été utile. Merci beaucoup.